Donc, Jean-Baptiste Maillard est le secrétaire général de l'association Liberté et Éducation. Cette association a été fondée en 2020, dans la foulée, en décembre, du discours des Mureaux d'Emmanuel Macron, qui annonçait donc son intention d'interdire l'école à la maison. Son association rassemble aujourd'hui plus de 2500 familles adhérentes en France. Et il fait aussi partie de l'Interassociation nationale de l'instruction en famille. Donc à ce titre, il a été auditionné déjà plusieurs fois en commission à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre de l'examen et du bilan de cette loi. Donc voilà, Jean-Baptiste, vous avez une action de terrain et une action politique pour restaurer la liberté d'instruire en famille. Vous êtes aussi l'auteur du livre L'école à la maison. J'avais oublié. Et donc je vous laisse présenter l'état des lieux au bout de 2 ans et demi d'application de la loi en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler bien de l'état des lieux en France. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'avec mon épouse, ça fait 12 ans que nous faisons l'école à la maison. Et c'est pour ça aussi que ça nous tient si à cœur. Et comme photo, eh bien, j'ai voulu mettre justement notre petit dernier, dont on ne sait pas s'il va avoir l'autorisation, puisque nous avons fait la demande le 29 mai. Et donc, on saura le 29 juillet, en tout cas d'ici là. Et on espère qu'il l'aura parce que, voilà, 12 ans d'instruction en famille, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors, voilà un peu la chute depuis la nouvelle loi. On voit bien que depuis assez longtemps, l'instruction en famille montait, grimpait, et puis bien la nouvelle loi a fait cette chute qui en fait continue. On pourrait mettre ici un petit bâton avec un pointillé, alors que c'est une liberté qui est exercée dans le monde entier, qui se déploie dans le monde entier. Là, je voyais les chiffres aux États-Unis, c'est en forte croissance. C'est une nouvelle volonté des parents de prendre davantage en main l'éducation de leurs enfants. C'est aussi leur choix et leur liberté. Et on assiste à cette chute, voilà, avec quelques chiffres. Hein. Vous voyez, nous, quand on a commencé l'instruction en famille avec nos enfants, on était là. Et puis, ben, ça a augmenté, avec aussi une augmentation au moment de l'année Covid. Et puis, la nouvelle loi fait chuter dramatiquement ce choix. Donc, ce qui a un côté vraiment artificiel. En fait, on peut se demander tout de suite en voyant cette courbe, est-ce que ce n'était pas tout simplement l'effet recherché, avant toute question sur le séparatisme ou le radicalisme. Sur l'année écoulée, on est à 39,3% de refus, hein, vous voyez. Alors, le ministère, dans sa communication, a pris un malin plaisir à intégrer les pleins droits, puisqu'il y avait une dérogation de 2 ans, qui, par définition, et c'est le cas de notre famille, n'avait pas de demande à faire jusqu'à cette année, pour la rentrée prochaine. Ce qui fait qu'ils communiquaient sur du 80% d'acceptation, alors qu'en réalité, on est plutôt sur du 60% d'acceptation. Voilà. Et alors, si on regarde un peu plus en détail, on voit que le motif 4 est le motif qui est vraiment très demandé, avec énormément de refus. Vous avez donc le rapport entre les demandes et le refus. Voyez. Donc le motif 1 qui est l'état de santé ou handicap de l'enfant, eh ben, on arrive à pas mal de refus aussi, puisqu'il y a eu 1000 refus à peu près. Et donc dans 1000 situations, le médecin de l'Éducation nationale est allé contre l'avis du médecin de la famille. Voyez. Le motif 2 qui est la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Alors comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est très peu demandé, c'est le motif le moins demandé. Et là aussi, pourtant, on a des refus avec des dossiers incroyables de parents qui sont sportifs professionnels, les enfants inscrits en club de tennis, classés, et qui ont quand même des refus. Ou des enfants qui sont très doués en musique, avec des parents musiciens, là on a eu prof de solfège en conservatoire, avec quand même refus pour activités artistique intensive. Donc on se dit, mais où est-ce qu'il faut aller? Combien d'heures par jour il faut pouvoir démontrer pour pouvoir avoir cette possibilité? Le motif 3, itinérance, eh bien, occasionne aussi énormément de refus. En fait, très simplement, pour avoir l'itinérance, à notre connaissance, il ne faut pas avoir d'habitation en France. Si vous faites les marchés, si vous vadrouillez, si vous êtes en itinérance au sens large,
eh bien, ça peut, voilà, ça suffit pas. Il faut vraiment arriver avec tellement de justificatifs qu'on a quand même énormément aussi de motifs de refus, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de parents qui partent faire des tours d'Europe et qui partent aussi à l'étranger pour pouvoir continuer un temps l'instruction en famille. Et puis, motif 4, eh bien, c'est le motif voilà, de la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Et tout à l'heure, Maître Fourré vous en dira un peu plus sur ce motif 4, quelle est son interprétation de la part des académies, des rectorats et puis des différentes juridictions. Mais on voit qu'il y a aussi énormément de refus. Si on regarde un peu plus en détail, vous voyez un peu les chiffres. Hein. Les enfants qui posent problème, c'est quand même la question. Sur l'année écoulée, il y a eu 47 enfants qui ont posé problème, ce qui représente 0,061%. Je rappelle à ce sujet que les rapports de... Oui? Excusez-moi, ça veut dire quoi qui pose problème? Eh bien, c'est les fichiers... alors, Maître Fourré pourrait nous dire plus précisément. Les jeunes délinquants. Voilà. Donc, il y en a eu 47 qui ont posé problème sur 60 000. Donc, c'est intéressant ça parce qu'on se rappelle que les rapports de la DGESCO avaient été gardés secrets pendant toute la durée du débat parlementaire malgré nos différentes procédures en justice pour les obtenir. Ils étaient au bureau B33 de la DGESCO, vous pouvez retrouver ça dans mon livre. Ils ne voulaient pas les publier parce que les chiffres montraient qu'on était dans ces eaux-là, c'est-à-dire sur du 0,06 à 9% d'enfants instruits en famille qui posaient vraiment problème d'après le ministère de l'Éducation nationale. C'est pourquoi ils ne voulaient pas les diffuser. Et on voit aussi ce chiffre intéressant, alors c'est de l'année passée, hein, mais 50% des rapports qui échouent. Alors les rapports, c'est les recours administratifs que peuvent faire les familles quand elles ont un refus. Dans la première version de la loi, juste petite parenthèse, les familles avaient une semaine pour faire un recours. On a attaqué les décrets en Conseil d'État et on a pu gagner une semaine. Mais normalement, dans l'administration, le délai de recours est plutôt de 2 mois. Et là, ils nous ont laissé 15 jours, ce qui fait que, par exemple, Marie, qui prendra la parole tout à l'heure, eh bien, elle a plus que maintenant déjà une semaine pour envoyer son recours, avec une chance un peu, c'est un peu 1 sur 2, quoi. Hein. Alors maintenant, on va parler un tout petit peu de la discrimination territoriale selon les académies. Donc l'année dernière, notre association a été saisie par 400 familles pendant l'été. Donc on a dû mettre en place des grosses équipes de bénévoles pour répondre aux appels au secours parce que c'est vraiment des appels au secours. Hein. Là, on a imprimé les témoignages, je ne vais pas vous les lire, mais les témoignages des refus pour cette année. Ça commence par « Je suis anéanti ». Car voilà, je suis sûr à 99% d'un échec scolaire pour mon enfant. Mon enfant a subi du harcèlement. Voilà. Ils vivent ça de façon vraiment extrêmement violente, un refus, surtout quand ils le font déjà depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans. On a même un cas 17 ans. Et donc, on a fait ce tableau pour essayer de voir, alors on part de 400 refus, on est d'accord, sur l'année dernière, quelles étaient les académies qui faisaient le plus de refus au niveau national. Et donc, on a en premier Toulouse, qui, à elle seule, eh bien, fait 10% des refus. Après Créteil, 9,2, Grenoble, 9, Orléans-Tours, 8, Versailles, 7% des refus, Montpellier, 7. On va s'arrêter là, mais vous voyez, il y a quand même, entre Amiens, qui est à 0,6% des refus, et Toulouse, qui est à 10%, il y a vraiment un problème. Cette discrimination territoriale, on la retrouve cette année, donc ça aussi, c'est des chiffres à prendre avec précaution quand même, parce que là, c'est 200 refus au 10 juin 2024 dans notre association, mais on a quand même fait ce graphe. On voit que ça n'est plus tout à fait les mêmes académies. Toulouse, l'année dernière, vous voyez, on était en premier, Toulouse arrive là. Alors pourquoi? Et ça, les avocats ici pourront vous le confirmer. En fait, on s'est tellement battu devant les tribunaux, en tout cas c'est mon interprétation, mais je peux vous confirmer ça aussi parce qu'on est en lien avec la Fédération nationale de l'enseignement privé qui rassemble les principaux cours par correspondance que sont Atmer, Legendre, Sainte-Anne. Ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui, ils seraient bienvenus, mais ils ne pouvaient pas. Mais ils m'ont fait un petit message ce matin. Mais ils ont à peu près les mêmes statistiques en fait, hein, si on regarde. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des académies où on a beaucoup attaqué devant les tribunaux administratifs qui, cette année, clairement, délivrent beaucoup plus d'autorisations. On retrouve quand même, si on prend l'année dernière, Grenoble en 3e position, eh bien là, elle est passée en 1re position. Donc Grenoble, ils se sont plutôt tendus. Vous voyez, Montpellier,
qui était l'année dernière en 5e, 6e, eh bien, est passé 2e. Cette année, effectivement, on a beaucoup de familles qui viennent de Montpellier. Et puis, on a des petits nouveaux qui se lancent dans le zèle administratif, en l'occurrence Clermont-Ferrand, qui n'était pas du tout présent l'année dernière dans nos refus. Et cette année, c'est hécatombe. Donc, on est en lien avec des collectifs locaux aussi, notamment à Clermont-Ferrand. Et là, c'est vraiment terrible, il y a énormément de refus. Un chiffre, Toulouse, l'année dernière, selon leurs propres chiffres, ils avaient 90% de refus sur les demandes. Oui, donc quand on est sur du 30% de refus au niveau national, en fait, il y a certaines académies où, voilà. Et cette disparité territoriale est quand même, dit quelque chose, en fait, de l'arbitraire administratif, que nous retrouvons. Voilà. Alors, quelques phrases quand même, pour se remettre dans le contexte. Les familles qui ne posent pas de problème au regard des critères de l'enseignement pourront continuer à le faire. Donc ça, c'était le ministre de l'Éducation nationale le 11 mars 2021. On a l'interview, on a tout. Avec en dessous une manif de famille, alors que nous, on disait non, un régime d'autorisation, ça sera risqué, ça sera de l'arbitraire. Yael Braun-Privé, présidente de l'Assemblée nationale, qu'on entend en ce moment pas mal sur les plateaux. Les parents qui enseignent à leurs enfants à domicile ne sont pas dans ce cadre-là, donc ils ne sont, entre guillemets, du séparatisme, du radicalisme, ils ne sont pas visés par le texte. Eh bien, on voit que c'est le contraire. On vous a mis aussi Anne Bruniera, qui était rapporteure du projet de loi. L'essentiel pour les familles est de garder la possibilité d'opter pour l'instruction en famille si elles la jugent bénéfique à leur enfant. Mais c'est précisément l'objectif du 4e motif. Et quand vous voyez, il y a quelques slides, le 4e motif, comment il est interprété, eh bien, on voit bien qu'il y a une... c'est vraiment... voilà. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur aussi, contre lequel on s'est aussi beaucoup battu, qui lui-même a reconnu que la bataille avait été très âpre. Voilà, il a dit on a respecté un principe fondamental qui était celui demandé par la Constitution, qui était de laisser aux parents le choix de l'instruction de leurs enfants. On n'est pas une société totalitaire et voilà. Voilà. Et puis je vous ai rajouté ça, il y a eu il y a quelques semaines un rappel à la loi du défenseur des droits par rapport justement à l'interprétation de l'administration. C'est très intéressant parce que c'est quand même un organe officiel qui dit que voilà, il relève la disparité des pratiques des académies dans les modalités d'instruction des demandes, certaines exigeant par exemple que soit justifier l'impossibilité pour l'enfant de se rendre à l'école, qui ne fait d'ailleurs absolument pas partie de la loi, mais effectivement, il y a des académies qui écrivent des belles lettres, notamment à Clermont-Ferrand, où là c'est le summum, où elles répondent aux parents, en fait, tout ce que vous proposez en instruction en famille avec votre choix, nous pouvons le faire. C'est aussi bien ce qu'on fait, c'est quasiment un panégyrique, appelez ça comme vous voulez, de l'école. Voilà. Le défenseur des droits s'insurge contre une telle interprétation de la loi, rappelant que c'est avant tout la conformité à l'état de l'intérêt de l'enfant, apprécié au cas par cas, qui doit guider l'appréciation des demandes déposées par les familles, afin de définir si l'enfant peut être instruit en famille. Et on voit bien avec toutes les demandes que nous recevons, tous les refus des familles, toutes les demandes d'aide, eh bien, justement, c'est pas du tout l'intérêt de l'enfant qui est choisi.